Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger et Françoise Degois. C'est un dîner qui a fuité dans la presse, un dîner qui a eu lieu hier soir à l'Élysée en présence bien évidemment du président de la République, mais aussi de la première ministre Elisabeth Borne ou encore de ministres comme Olivier Véran, le nouveau ministre chargé des relations avec le Parlement et la vie démocratique, et Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement. Le but de ce dîner, l'installation rapide du Conseil national de la refondation annoncée en fin de semaine dernière par Emmanuel Macron dans un entretien à la PQR. Le but du CNR, répondre aux 5 objectifs de la campagne: l'indépendance, le plein emploi, la neutralité carbone, les services publics pour l'égalité des chances et la renaissance démocratique avec la réforme institutionnelle. Pour Emmanuel Macron, ce CNR devrait se constituer avec les forces politiques, économiques, sociales, associatives, des élus des territoires et des citoyens tirés au sort. Pour le chef de l'État, ce sera l'instance dans laquelle le gouvernement fera vivre les réformes, dont celle du pouvoir d'achat et des retraites. Ce doit être l'espace où il doit mettre en pratique sa nouvelle méthode. Une idée qui surprend en pleine campagne des législatives, alors que dans une démocratie parlementaire, ces sujets doivent être gérés par le Parlement. D'où notre premier débat: le Conseil national de la refondation est-il un pied de nez au Parlement? Et vous êtes 89,7% à dire oui. Avec nous, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître de conférences en droit public à Paris 2. Benjamin Morel, bonsoir. Bonsoir. Le CNR, c'est un Parlement bis ou un énième comité Théodule? C'est probablement le Parlement tel que aujourd'hui le gouvernement le souhaiterait, c'est-à-dire une forme d'instrument qu'il est en capacité de maîtriser et qui, a priori, devrait offrir un surplus de légitimité aux différentes réformes. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, les législatives qui s'annoncent vont induire une faible représentativité de l'Assemblée. C'est-à-dire que si ensemble à la majorité absolue, ce ne sera jamais qu'avec un pourcentage de votants d'environ 25 à 30% des votants qui se seront reportés au premier tour sur les candidats ensemble. Et je ne parle même pas de l'abstention. La dernière majorité, c'est pas une spécificité de cette majorité particulière, mais avait reçu sur son nom 17% des inscrits au premier tour des dernières législatives. Donc ça pose un problème d'adhésion de la population. De l'autre côté, les corps intermédiaires sont fatigués. Vous avez des syndicats qui sont à la fois en difficulté de représentation et affaiblis structurellement quant à leur légitimité dans l'opinion par 30 années de défaite sociale. C'est pas leur faute, mais ils en payent le prix, y compris du point de vue du sentiment de représentation qu'ils peuvent charrier. Quant aux collectivités territoriales, les dernières élections locales ont été si riches en abstention que, en fait, les régions, départements, communes n'ont jamais été élues que par un électorat centriste surmobilisé, ce qui fait qu'elles ne sont pas plus représentatives, elles le sont même en réalité beaucoup moins que les différentes institutions nationales. Donc vous avez un affaiblissement structurel à la fois des corps intermédiaires et de l'Assemblée nationale, ce qui pour un gouvernement est difficile parce que du coup légitimer les réformes, trouver un partenaire avec lequel au moins faire semblant de discuter pour construire, co-construire ou sembler co-construire ces réformes devient impossible, d'où l'idée de comités plus ou moins théodules qui vont apparaître comme instruments de légitimation. Philippe Bilger. Je trouve que dans cette volonté de créer le Conseil national de la refondation, on trouve Emmanuel Macron dans sa plénitude et son essence, si j'ose dire. La pompe des mots et le clin d'œil historique. Il nous avait promis... C'est la version bilgérienne du poids des mots, le choc des photos. Il nous avait promis que quelque chose se produirait dans le second quinquennat qui montrerait de manière ostensible sa volonté de présider autrement. Il crée le Conseil national de la refondation, mais qui a cette particularité de ressembler trait pour trait à ce qu'il y avait déjà dans le premier quinquennat de manière subtile ou ostentatoire. Emmanuel Macron ne rajoute pas des organismes pour enrichir la démocratie classique, mais pour qu'il se substitue à elle. Il est très clair
dans le premier quinquennat, on a eu le grand débat national qui, certes, imposé par les Gilets jaunes, a mis Emmanuel Macron dans une volupté absolue parce qu'il pouvait parler seul. Et le Conseil national de la refondation, à mon avis, c'est une manière subtile mais méprisante de montrer à quel point la vie parlementaire classique, qui impose de la normalité, du pluralisme, de la contradiction, n'est pas son modèle préféré. Et le Conseil national de la refondation, au mieux, ce sera pratiquement rien, au pire, ce sera du vent. Et c'est extraordinaire de voir comme Emmanuel Macron ne parvient pas à se départir de lui-même et de cette sorte d'impérialisme qui le rend mal à l'aise dans une démocratie traditionnelle qu'il aurait pourtant la charge d'enrichir. Benjamin Morel. Oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Après, il faut voir que Emmanuel Macron est à la fois comptable de cette situation et en même temps, il incarne la seule institution encore à peu près debout. C'est-à-dire que vous avez un Parlement qui est affaibli, vous avez des corps intermédiaires qui le sont tout autant. Et donc, à la fois cette présidence impériale qu'il tente de camper jupitérienne et qui en même temps s'impose à lui, peut également être un handicap parce que du coup, quand vous décidez seul et que vous donnez le sentiment de décider seul, eh bien, vous construisez de la défiance. D'où la nécessité, eh bien, de légitimer les politiques publiques à travers un grand débat, une convention citoyenne, aujourd'hui un nouveau CNR, etc. Après, avec toutes les difficultés que ça peut poser lors d'un second quinquennat, parce que dire que le Parlement va être mis de côté, ça implique que la majorité parlementaire soit au garde à vous et soit pléthorique. Or, il est loin d'être évident que ce soit le cas. C'est-à-dire qu'on peut avoir une majorité parlementaire qui n'est pas une majorité absolue, auquel cas il va falloir que les décisions prises et imposées dans le cadre de ce nouveau comité eh bien, plaisent à la nouvelle majorité parlementaire. Et si la majorité est absolue, eh bien, elle va probablement dépendre du Modem et d'Horizon, ce qui signifiera d'avoir l'aval du Modem et d'Horizon, ce qui n'est pas tout à fait évident. Et parlant de réforme institutionnelle, il faudra également l'aval du Sénat. Donc avoir l'aval du comité Théodule, de l'Assemblée nationale et du Sénat sur une réforme constitutionnelle, bon courage. Donc c'est une façon, entre guillemets, de mettre en scène la décision. Il n'est pas certain qu'au bout du compte, ce ne soit pas également une épine que se plante dans le pied le gouvernement. Françoise Degois. Oui, moi j'aime, c'est toujours avec délice que j'observe la perversion intellectuelle d'Emmanuel Macron et je me disais jusqu'où il peut aller. En fait, cet homme peut aller c'est sans limite. Conseil national de la refondation, CNR, en abrégé. Évidemment, le Conseil national de la résistance. Ah mais il a fait le parallèle en plus. Mais j'ai bien compris. Il a dit que c'était un changement d'époque, c'était aussi important que Jean Moulin. J'ai lu par exemple vous savez, l'interview d'Emmanuel Macron, oui, comme vous. Donc, non mais vous imaginez quand même comment il faut être tortueux, pour ne pas dire plus, pour, dans ce moment précis, justement, imaginer quelque chose qui va être un blabla gigantesque, qui va être... Philippe Bilger parlait du grand débat dont les doléances ont servi à caler les meubles dans les ministères. On est d'accord, hein. Mais parlons de la Convention citoyenne. Vous vous souvenez de Emmanuel Macron, juré, craché, promis, tout ce que vous faites, je le prendrai. Il a rien pris, en réalité. Donc... on est encore dans la mise en scène d'un faux partage du pouvoir avec l'esprit tortueux de rappeler dans une sorte de communication assez mauvaise, moi je trouve, mais qui peut fonctionner, ce Conseil national de la refondation aussi important qu'après la guerre de 1945. On est dans une... Je ne sais même pas comment on peut gloser pendant des heures. J'ai entendu les commentaires qui ont suivi l'interview d'Emmanuel Macron. C'est à pleurer en réalité. C'est comment est-ce qu'on peut tomber quand on est un grand éditorialiste, quand on est des grands analystes politiques, quand on est même des politiques, comment est-ce qu'on peut tomber dans une espèce de dissection de cette chose qui ne sert à rien. Nous le savons déjà. Philippe Bilger a absolument raison. Tout ça n'est qu'un écrin de plus pour asseoir le goût en solitaire et en verticalité d'Emmanuel Macron. J'espère que les Français s'en rendent compte suffisamment pour rééquilibrer les forces aux législatives. Et voilà. Et le deuxième point, si vous voulez, c'est que j'entends ce que vous dites, Benjamin Morel, mais pardon, la fin des corps intermédiaires, c'est son rêve. Il adore ça. Emmanuel Macron, c'est un populiste chic. C'est un populiste bien rasé avec des jolis costumes, mais c'est la même chose. Il veut rien entre lui et le peuple. Quand vous voulez renforcer les corps intermédiaires, déjà, vous les traitez pas comme ça, comme ils ont été
traité pendant 5 ans. On peut dire ce qu'on veut de Hollande, mais au moins il traitait bien la CFDT. La CFDT, il a même réussi à se fâcher avec la CFDT. Il faut quand même en vouloir pour se fâcher avec Laurent Berger. Quand même, le Parlement n'a plus de rôle. Mais qui a complètement anesthésié le Parlement, à part Emmanuel Macron lui-même et avant lui? Au moins il y avait les frondeurs. On pouvait pas dire que c'était anesthésié par François Hollande. Donc tout ça, c'est de la fumisterie. Je le dis, c'est de la fumisterie et je pense quand même que les Français maintenant sont instruits par l'expérience et qu'ils feront en sorte de rééquilibrer de façon profonde et claire les rapports de force dans l'Assemblée nationale le dimanche et le dimanche suivant. Les 12 et 19. Benjamin Morel. Merci. Oui, alors on verra pour les législatives, hein, mais en effet, c'est pas improbable que l'on n'ait pas de majorité absolue. Ce qui rendra en réalité, ce qui fera du Parlement. En fait, un Parlement n'a vraiment de rôle justement que lorsque il n'y a pas une majorité pléthorique, disciplinée et caporalisée. Ce qui, du coup, si jamais elle ne devait pas être absolue demain, ou si elle devait être parcourue par des tensions, paradoxalement, referait du Parlement un élément central de notre démocratie. Le problème, c'est pas les pouvoirs du Parlement, c'est les pouvoirs que le Parlement veut bien exercer. Or, aujourd'hui, il a renoncé à exercer le pouvoir. Donc, après, on n'est pas en désaccord fondamental. Il faut bien comprendre que pour Emmanuel Macron, la concertation n'a jamais signifié la co-construction. La concertation pour Emmanuel Macron signifie en règle générale, ça a été le cas lors des ordonnances travail, ça a été le cas également lors des réformes des collectivités territoriales, que moi je suis plus particulièrement, ça a été le cas également lors du grand débat, etc. C'est faire de la pédagogie, c'est grosso modo trouver un public pour expliquer pourquoi la réforme qui est déjà écrite est une excellente réforme et pour que cet exposé devant ce public ensuite touche l'ensemble des téléspectateurs, des auditeurs, des gens qui vont pouvoir par cet intermédiaire. Ça s'appelle du césarisme, mon cher, Benjamin. Mais ça s'appelle, là vous êtes en train d'expliquer que Emmanuel Macron a tout à fait besoin de faire de la pédagogie pour avoir des relais. Non, Emmanuel Macron a besoin que tout procède de lui. Il est comme les présidents de la 5e qui l'ont précédé, Benjamin. Sauf que lui, il le pousse au paroxysme. Il a malgré tout besoin, entre guillemets, de vendre ses réformes. Et donc, pour vendre ses réformes, comme il a une majorité qui est caporalisée et qui, de toute façon, n'a pas la surface médiatique pour se faire, comme il n'a pas réellement de relais dans l'opinion, il a besoin justement d'une scène. Et cette scène, c'était par exemple lors de la crise. Ça a été normal. C'était par exemple lors de la crise des Gilets jaunes, le grand débat. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez une mise en scène de la parole présidentielle ou de telle parole dans un cadre qui va être un cadre de légitimation. Là, on va probablement retrouver ça, c'est-à-dire que la réforme des retraites va être vendue dans ce cadre-là. C'est très classique en termes de communication politique. Quand vous tirez des gens au sort, vous tirez des gens qui apparaissent comme étant des semblables pour la plupart des citoyens. Si vous débattez face à eux et que vous finissez par les convaincre, à ce moment-là, il y a une chance que ça prenne mieux dans l'opinion. Et donc, on est dans une opération de communication qui lui a déjà réussi lors du grand débat et qu'il compte d'une autre façon avec d'autres instruments réitérés. Facturé, je ne sais pas combien par McKinsey, mais ce sera intéressant d'avoir l'ardoise. On part au 0826 300 300 direction la belle ville de Marseille, où les vraies voix étaient vendredi dernier. Bonsoir Robert. Bonsoir Philippe, bonsoir les deux Philippe et bonsoir Françoise. Bonsoir, et vous, le CNR, vous n'y croyez pas, Benjamin Morel, oui, vous ne croyez pas beaucoup au CNR, mon cher Robert. Mais ça, j'y crois pas. Alors là, pas du tout, parce que là, j'ai l'impression qu'il est en train de faire en pleine élection législative le programme inverse, c'est-à-dire ne votez pas pour moi. Puisque les députés ne serviront à rien. Alors c'est pas la peine, c'est ça. Alors ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. C'est tout. Moi, je suis effondré. Chaque fois que j'entends Macron, j'ai l'impression de me retrouver en face d'une type qui me regarde et qui regarde en définitive une cloporte. Ah bon, ça c'est votre point de vue, Robert. On va faire réagir justement Benjamin Morel et après Philippe Bilger voulait réagir. Oui, justement. On peut pas traiter. Non, mais c'est ce que j'ai dit. C'est votre avis, pas possible, on peut pas Robert, dire ça. de traiter le président de la République ou qui que ce soit d'ailleurs de cloporte. Ça serait bien que vous retiriez votre propos, Robert. Oui, c'est
pas lui que je traite de cloporte. J'ai dit que c'est lui qui me regarde et qu'il aura l'impression de regarder un cloporte. Ah d'accord, vous pensez que vous êtes un cloporte, d'accord. Ok, pardon Robert, excusez-moi. D'accord, ok, oui. Ça n'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est non, pardon peut-être Robert, pardon. excessif, mais c'est pas complètement faux. Alors merci Robert, oui, donc, mais vous n'êtes pas un cloporte, Robert, ne vous inquiétez pas. Non, ni nous. Benjamin Morel, c'est vrai que la question du timing en pleine campagne des élections législatives, est-ce que c'est bien choisi? Bah oui. Ah non, c'est totalement désastreux. Ah bah voilà. C'est une façon de dire que le Parlement ne sert à rien. Ah voilà. Et à sa propre majorité, ce qui est peut-être encore, je dirais, encore plus cynique, qu'elle également ne va servir à rien, parce que vous avez un programme qui, au bout du compte, n'a pas réellement d'importance, puisqu'il va être renégocié, ou en tout cas il va être représenté dans le cadre de ces CNR. Ce qui a été fait par exemple sur la mission flash sur l'hôpital est quand même assez particulier. En pleine élection législative, plutôt que de proposer une solution à un problème qui traîne et qui a fait l'objet déjà de plusieurs rapports, vous proposez éventuellement d'avoir un rapport qui apparaîtra après les législatives, ensuite avec une réforme qui sera redébattue devant le CNR. Donc bref, ça vide de sa substance l'élection législative. Mais il faut voir que cyniquement, Ensemble n'a pas vraiment intérêt à une forte participation dans ces législatives. Ensemble a un électorat qui est un électorat qui va voter de manière assez régulière pour des raisons sociologiques, plutôt composé de CSP+, et de personnes âgées. Et donc, si l'abstention est assez importante, ça profite plutôt mathématiquement Ensemble. Donc, une grande opération de mobilisation telle qu'aujourd'hui on tente de la mettre en scène, mais en fait, pas forcément à l'avantage de cette majorité, d'où le fait qu'au bout du compte, ça ne lui nuit pas. Philippe Bilger voulait réagir. Philippe, très rapidement, je voudrais compléter, si j'ose dire, ce qu'a dit Françoise tout à l'heure. Je force le trait, hein, j'en ai totalement conscience, c'est assez dans ma nature. C'est le fait que je me demande si les grandes prestations, entre guillemets, démocratiques d'Emmanuel Macron sont vraiment destinées à faire de la pédagogie, ou bien est-ce que ce qu'il vend, ça n'est pas lui-même? Je suis frappé lors du grand débat national dont Françoise a rappelé que les travaux écrits n'ont jamais été diffusés, sinon par notre ami ambassadeur qui Didier avait Lebray. décidé de le montrer. Eh bien, on a vu un Emmanuel Macron se vendant lui-même, sachant pertinemment que rien n'en serait tiré. J'ai l'impression que le Conseil national de la refondation, c'est pareil. Il se voit en train de proposer quelque chose qui est porteur d'une référence historique glorieuse, et au fond, c'est cela son action. C'est lui-même en train de se montrer de manière ostensible, et je ne suis pas sûr qu'il attend quelque chose de décisif de ce qu'il a proposé là. Benjamin Morel, en 30 secondes, s'il vous plaît, pour répondre à Philippe Bilger. Oui, on est assez d'accord en réalité. La comparaison avec le grand débat est intéressante pour avoir le nez un petit peu sur l'agenda parlementaire, parce que c'est un peu ma spécialité que le Parlement. En fait, 80% des choses qui arrivent comme solution, entre guillemets, à la crise des Gilets jaunes après le grand débat, étaient déjà dans les tuyaux législatifs avant le grand débat. Et donc, on n'a rien créé lors du grand débat. En fait, on a légitimé et on a montré comme étant des solutions des choses qui étaient déjà prévues. Le CNR a un peu le même rôle en réalité. Vous avez des textes qui sont déjà plus ou moins prêts. Il va falloir les justifier et il va falloir les vendre. Je suis d'accord avec Philippe Bilger, c'est plus d'ailleurs l'emballage à travers le chef de l'État que le contenu qui va être vendeur. Et donc, à partir de là, c'est un bel écrin pour vendre des réformes qui peut-être ne plairaient pas, mais qui emballés comme ça passeront mieux. Mon cher Benjamin Morel, vous êtes un excellent conférencier en droit public et en sciences politiques, mais je vous rappellerai, vous avez parlé de l'emballage, de la pub d'une marque de ravioli il y a quelques années. L'important, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Merci beaucoup à vous. C'est une marque qui commençait par un B, qui finissait par un I. Verdict sur Twitter. Le Conseil national de la refondation est-il un pied de nez au Parlement? Vous êtes 90% à dire oui. Tout de suite, la chronique politique de Philippe Rossi.